Bonjour Alexandre Larcher, Bonjour. vous êtes analyste litigation chez IVO Capital Partners, une société de gestion qui investit notamment dans le financement du contentieux. Je vais vous présenter le concept de la rubrique. Des images vont apparaître à l'écran et vous aurez soit une minute, soit 30 secondes pour répondre aux questions. Est-ce que vous êtes prêt? C'est parti. Pour commencer, c'est quoi les particularités de la litigation finance comme classe d'actifs? La première singularité que j'ai envie de mentionner, c'est la décorrélation en fait, de cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qui est vraiment décorrélée de l'économie, dans le sens où si demain il y a un événement comme une pandémie qui va se réaliser ou un événement géopolitique important comme le déclenchement d'un conflit, ça n'aura aucun impact sur la valeur de l'actif, puisque la valeur de la demande en justice du client financé, elle ne va pas évoluer, elle ne va pas bouger. Et le deuxième élément qui est intéressant sur cette classe d'actifs, c'est qu'on va répondre un petit peu comme en dette privée à un besoin de financement d'une entreprise, puisqu'on va lui permettre de faire valoir ses droits en justice et donc d'accéder à une justice de qualité, puisqu'elle aura les moyens de pouvoir se défendre correctement. Donc concrètement, comment fonctionne votre fonds? Alors nous, chez IVO, on a notre fonds, la structure, c'est une ESLP française. À chaque fois qu'on a un cas qui va être débouclé, nos investisseurs, si c'est positif, vont recevoir les gains du cas. Et si malheureusement le cas est perdu, là, il n'y aura évidemment pas de distribution puisque on est rémunéré, le fonds n'est rémunéré qu'en cas de victoire des cas dans lesquels on investit. Justement, vous parlez de liquidité. Où se situent les risques au niveau de la liquidité, de la volatilité et des pertes? Alors, sur cette classe d'actifs, il y a deux risques majeurs. Le premier risque, c'est le risque de perte de capital, puisque le financeur il est rémunéré qu'en cas de succès du contentieux, puisqu'on récupère une partie des dommages et intérêts de la partie financée. Si cette partie elle perd son contentieux et qu'elle récupère aucun dommage et intérêt, elle ne doit rien au financeur. Le deuxième risque identifié, c'est la durée, puisqu'un contentieux, on sait à quel moment il commence, mais on ne sait jamais à quel moment il se termine. Et donc voilà, c'est les deux risques principaux qui existent sur cette classe d'actifs. Et il y a différents mécanismes qu'on utilise, notamment le fait d'investir en portefeuille de cas qui nous permet de limiter ce type de risque. Justement, sur quel type de contentieux vous vous positionnez? Alors, de manière générale, on va chercher à investir dans des contentieux dits commerciaux, de manière globale. La majorité de nos cas, c'est cela. IVO fait du financement de contentieux depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, on a investi dans au total un peu plus de 60 cas. Au départ, on avait une activité qui était très orientée vers les marchés anglo-saxons, parce que c'était les marchés de contentieux les plus matures qui connaissaient le financement de contentieux. Aujourd'hui, depuis le dernier fonds, donc notre troisième vintage, on a réorienté et on est beaucoup plus présent sur le marché européen. Alors ça, il y a deux raisons à ça. C'est que le marché européen est devenu beaucoup plus mature. Donc le financement de contentieux est beaucoup mieux connu par les différents acteurs, les avocats, les entreprises. Et le deuxième point, c'est que le cadre réglementaire a évolué de manière positive en Europe, puisque je pense à deux directives, par exemple la directive dommages et toute la réglementation en matière de données personnelles qui aujourd'hui permettent de monter des actions collectives dans lesquelles la présence du financeur est nécessaire pour pouvoir aller récupérer les dommages et intérêts des victimes. Il y a combien de lignes dans vos fonds? Alors, dans le premier fonds, on était à 18 cas, dans le second, 24. Et là, sur le troisième et dernier vintage, on vise 40 cas. Et par rapport au profil d'investisseur que vous recherchez, le ticket d'entrée, il est situé à combien? Alors, le ticket d'entrée pour nos fonds, il est à 100 000 euros, puisqu'il faut être un investisseur professionnel ou assimilé professionnel. Toujours sur les fonds, c'est la troisième génération de produits que vous allez lancer. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur les espérances de rendement des deux premiers? Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres précis puisque tous nos contentieux ne sont pas encore débouclés. Mais bon, je pense que vous l'avez compris, on est sur une classe d'actifs qui est non cotée et illiquide. Donc, l'objectif de rendement, c'est d'être compétitif dans cette classe d'actifs et avoir des rendements qui sont similaires aux différents actifs de cette classe. Et c'est difficile aussi de donner un rendement un petit peu global pour l'industrie au total parce que, en fonction de la stratégie que les fonds vont choisir. Est-ce qu'on va sur du portefeuille de cas? Est-ce qu'on va sur de l'investissement au cas par cas? Dans quel type de cas on va investir? L'objectif de rendement, il peut être très différent. Donc ça va vraiment dépendre des différents acteurs du marché. Est-ce que vous avez eu des pertes dans vos précédents fonds? Alors oui, on a eu des pertes sur les précédents fonds. On a eu des cas qui malheureusement ne se sont pas débouclés comme on l'espérait. Alors sur les pertes, je tiens à préciser aussi que ce qu'on considère comme une perte, c'est à la fois un contentieux qui va être complètement perdu, c'est-à-dire que la partie qu'on finance
on ne lui a pas donné raison, mais on peut aussi avoir un cas qui va être considéré comme une perte lorsque le montant de dommages et intérêts n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on avait anticipé. Donc à ce moment-là, de la même façon, l'investisseur ne récupère pas de gains. Et est-ce que vous avez pu chiffrer l'impact de ces pertes? Alors, chiffrer l'impact de ces pertes, on n'a pas encore pu le faire sur les précédents fonds, puisqu'on a toujours des cas qui sont vivants, entre guillemets, et donc on va attendre le débouclage complet pour pouvoir être capable de savoir quelles ont été les conséquences, voilà, des cas perdus et des cas gagnants. Petit point d'actualité, le Parlement européen a lancé une initiative pour un peu encadrer votre modèle de rémunération. Il y a la marge à 40% en fait, qui est discutée, qui est sur la table. Comment vous réagissez à cette initiative? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Effectivement, donc, le Parlement européen a décidé de travailler sur un projet de directive pour réglementer l'industrie du financement de contentieux en Europe. Alors, la première chose à dire, c'est que je pense que c'est une nouvelle qui est très positive pour la classe d'actifs, parce que ça montre qu'on est arrivé à une certaine maturité du marché et de l'industrie, parce que le législateur s'y intéresse. Cette régulation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que ça apporte plus de transparence, à la fois au niveau des structures de fonds qui pourront pratiquer cette activité, afin d'éviter tout type de conflit d'intérêts qui pourrait exister entre les parties financées, les financeurs ou les tribunaux arbitraux. Et un autre point qui est important, je pense qu'il faut aussi apporter de la transparence dans toutes les questions d'origine des fonds. C'est très important qu'on ait une vérification importante qui soit faite sur ce point-là. Et ensuite, sur la question de caper la rémunération, sur cette question, je vous avoue que je ne suis pas en faveur d'un cap, parce que je trouve que le message qui est envoyé derrière ce cap, il n'est pas bon. Ça sous-entend en fait qu'au début de la relation entre le client financier et l'investisseur, il y aurait un déséquilibre et que le financeur serait en position de force obligatoirement, alors qu'en réalité, en pratique, on voit que les contrats de financement, ils sont négociés avec les avocats des clients financés. Et donc, c'est une négociation de gré à gré qui se fait au cas par cas. Et donc, en réalité, moi, je n'ai pas le sentiment que caper la rémunération soit nécessaire. Si vous n'arrivez pas à vous entendre avec un financeur sur les termes de votre financement, vous êtes libre d'aller en voir un autre qui pourra vous offrir peut-être des termes qui correspondront plus à vos attentes. Merci Alexandre Dercher. Merci à vous. Du coup, vous, côté communication, vous êtes plutôt pas mal. Hein. Si on regarde votre référencement sur Internet, c'est plutôt nickel. Mais du coup, je me pose la question parce que c'est pas le cas de beaucoup de CGP finalement. Beaucoup de CGP sont assez discrets sur Internet et notamment sur les réseaux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que certains restent aussi discrets? L'âge? Non, pas l'âge. Ça peut être l'âge. Non, disons que dans nos métiers, on est ultra généraliste. Et il faut arriver à pouvoir vulgariser tout ce qu'on fait, tout notre métier. Et c'est vrai que généralement, on est obligé de prendre des community managers, de s'externaliser. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça demande de faire des recherches, de trouver la bonne société et aussi de trouver et de faire ses contenus. Donc, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, c'est vrai que je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors vous, c'est une vraie allocation de votre budget. Hein. Vous avez une vraie enveloppe pour ça, pour la com? Comme on a une enveloppe, je sais pas, pour notre loyer, on a une enveloppe pour les outils informatiques. On est partenaire, tu vois, dans certains aussi clubs sportifs. Hein. On soutient le basket, on soutient le hockey. J'ai pas dit en intro, mais vous sponsorisez des clubs. Au niveau local, donc en fait, j'essaye toujours d'aider. Donc en fait, on aide des clubs sportifs, mais ça nous apporte aussi de la visibilité parce qu'on peut inviter des clients, la famille, les amis. Donc c'est toujours bien de pouvoir faire l'utile et l'agréable. Et sur la communication, j'ai toujours intégré, grâce à mes amis de chez 1, 2, 3, s'ils nous regardent, je les salue et je les remercie, c'est que j'ai été bien élevé sur le fait de toujours essayer de communiquer, de faire passer des messages. Et on est dans un métier où j'ai encore certains de mes amis qui pensent que je suis trader. Donc ces gens-là, il faut absolument qu'ils comprennent ce qu'est la gestion de patrimoine, ce qu'on fait, et qu'on ne s'amuse pas juste à jouer avec les sous des gens, quoi. Qu'ils comprennent ce que vous faites comme métier. Oui, je précise parce que j'ai dit que vous étiez directeur commercial chez 1, 2, 3, mais vous étiez également en charge du marketing et de la communication. Donc du coup, c'est dans votre ADN finalement depuis déjà un bon moment. Et le financement de contentieux, alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Alors financement de contentieux, notamment de la vidéo qu'on a pu voir, ça reste un placement atypique, qui peut avoir un intérêt certain.
Après, nous, auprès de notre clientèle, le côté atypique, ça correspond vraiment à une toute petite part, puisqu'aujourd'hui, on fait quand même pas mal de placements qui vont s'y rapprocher, mais plus dilués, avec peut-être aussi moins de risques. Donc voilà, en tout cas pour la clientèle particulière non professionnelle, ce n'est pas forcément un placement sur lequel on irait se placer. Et sur le fonctionnement en tant que tel, ça vous semble un peu intéressant ou c'est peut-être un peu trop risqué par rapport C'est très technique, c'est de la niche, c'est pas diversifié. Donc encore une fois, ça peut être intéressant, mais vraiment pour une petite partie, une minorité de personnes qui est capable de mettre. Je dirais les clients qui viennent nous voir en nous demandant un fonds qui investit dans du contentieux. Ah oui, d'accord. Donc il faut être très précis dans sa demande. Alors, et pour rebondir un peu sur ce que dit Simon, de ma petite expérience passée, je citerai aucun nom, il suffit d'aller sur certains sites pour les retrouver, mais il y a des choses qui sont mal passées dans l'atypique, que ce soit dans l'art, on a vu des fonds dans le jambon, on a eu des l'hôtellerie. Oui, des fonds qui ont mal été montés, mal gérés, etc. Donc on peut avoir plein de bonnes idées, mais derrière, il faut une profondeur de marché, il faut que ce soit bien diversifié, et puis nos clients, il faut qu'ils arrivent à s'y retrouver. Et malheureusement, atypique et quelque chose qui fonctionne, c'est finalement assez rare. On en parlait la dernière fois, peut-être que l'exception crypto ressort, qui passe de l'atypique à de plus en plus typique, mais en dehors de ça, sur ma courte expérience, je n'ai pas l'impression que l'atypique ait beaucoup fonctionné. Vous, monsieur, on a déjà parlé crypto, du coup, je vais vous libérer. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci de nous avoir Gaëtan. accueillis chez vous. Merci C'est Gaëtan. vraiment très sympa. Je vous dis à bientôt.